Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parlez beaucoup, mangez l'argent, voyagez beaucoup seulement, mais travaillez beaucoup, créez des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bonjour à tous, nous sommes le 1er mars 2018, le plaisir de vous savoir nombreux devant la lucarne joyeuse pour regarder cette émission Les GG. Vous nous suivez à la radio à Cancan sur la 99, modulation des fréquences 99.7 à Bokeh, mais aussi dans tout le Fouta. Merci de votre fidélité. Les GG, 3 possibilités pour interagir à nos sujets. GG au 8037 si vous êtes abonné Orange. Vous faites le 657 39 13 13. Ça se passe aussi sur le www.espacefmguinée.info, notre site internet, ou sur hashtag espace GG. Ces différentes plateformes qui s'offrent à vous pour nous envoyer vos réactions. Vous êtes du côté de Kindia, c'est Kanya Zik qui relaie cette émission. Du côté de La Forêt, c'est Zali FM Liberté, notre média partenaire qui relaie cette émission. Merci de nous rejoindre. À la une, les regards tournés vers la CENI, l'organe de gestion des élections en Guinée, qui ouvre des concertations ce jeudi avec des partis politiques et des listes indépendantes autour des résultats des élections communales du 4 février dernier. L'exercice consisterait à réexaminer les résultats d'un certain nombre de circonscriptions dans lesquelles les partis d'opposition notamment disent avoir été victimes de fraudes électorales. L'idée, loin d'être la tasse d'été de plus d'un acteur dans le microcosme politique national, à cause de son caractère somme toute inédit, suscite polémique et controverse. À quel schéma juridique une telle perspective s'adosserait-elle? C'est la grosse question qu'on se pose ce matin. Mohamed Kamara, il est juriste, professeur de droit. Il n'est plus à présenter. Il est notre invité. Il sera là donc pour nous aider à comprendre tout ceci. L'activiste panafricain Kémy Séba en Guinée, ce vendredi, le président de l'ONG Urgence Panafricaniste mettra son séjour à profit pour conférer avec des acteurs de la société civile et autres activistes des droits de l'homme et des causes panafricaines. Que vise ce déplacement du controversé, du polémiste Kémy Séba en Guinée? Eli Kamano, qui est artiste et qui est aussi activiste de la société civile, il va nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission. D'autres sujets viendront compléter ce menu. Merci de nos jeunes. Moussa Moïse, bonjour. Bonjour Aboubakar, bonjour à tous. Mohamed Mara, bonjour. Bonjour Aboubakar. Madame So Moussa Iroba, bonjour. Bonjour Aboubakar. Taba Zakari Milimono, bonjour. Bonjour Aboubakar. Bien, pour commencer, on se replonge dans les négociations qui se déroulent du côté du Palais du Peuple. Moussa Moïse, Mohamed Mara, cette question qu'on se pose ce matin, Mohamed, quelle chance d'aboutir à un accord? Écoutez, à partir du moment où le principe des négociations est acquis, forcément, on devrait s'attendre. En tout cas, si la bonne foi est des deux côtés, on devrait s'attendre quand même à un dénouement heureux de la crise. Maintenant, pour la première journée, hier, il y a eu, si vous voulez, quelques acquis, même si ils sont maigres. Vous savez, les syndicalistes avaient dit sur les 3 points de revendication qu'il y avait 2 qui étaient non négociables. Le premier portait sur la suspension des salaires, notamment de leur secrétaire général, Aboubakar Souma. Et le principe, il a été acquis, donc le salaire est restauré. Et je crois avec les rappels, ça c'est déjà l'acquis de la journée de négociation d'hier. Effectivement. Maintenant, sur la question des fameux 10-30, il y a en réalité encore des soucis. Vous savez, le gouvernement, il y a quelques jours, avait pris un peu les devants. Après avoir annoncé dans un premier temps la suspension des salaires des enseignants grévistes, il a fini par se raviser à même annoncer une augmentation de 10% sur ces salaires. Et les salaires sont déjà disponibles avec effectivement les 10%. Donc sur les 40%, il y a 10% qui ont déjà été obtenus. Donc on parle désormais de 30%. Mais ce n'est pas fini. Parce que 30%, même là, ce n'est pas fini. Parce que les 10%, notamment Souma, exige par exemple le paiement, lui d'ailleurs et la base, exige le paiement non seulement des 40% en intégralité, mais avec les rappels, notamment pour le mois d'octobre, pour les mois d'octobre, novembre, décembre, je crois, et janvier. Or, à ce jour, il y a ce problème, plutôt novembre, décembre, janvier, voilà. Novembre, à ce décembre, jour, janvier. voilà, les 10% qui ont été versés,
ont été versés sans les rappels. Ça veut dire qu'entre-temps, ceux qui sont partis à la retraite n'ont pas encore obtenu cela. Et vous savez que c'est le salaire indiciaire qui est payé, qui est reversé aux retraités. Donc, nécessairement, il faudrait que le gouvernement revoie cette situation en compte très rapidement. Mais je pense que sur ce point également, il y a des avancées. Maintenant, concernant les 30%... Il y a des avancées sur ce point, Mohamed. J'ai parlé ce matin, il y a des avancées sur ce point. Mais dites-nous les tout, rappels, alors. justement, il y a des avancées sur ce point. Bien. Concernant les rappels, par exemple, dont notamment les retraités devraient bénéficier, ça c'est acquis. Bien, si tu permets, Tamba, va essayer de te compléter. Oui, Tamba. Absolument. De quelle information tu disposes? Mais très clairement, les 10% dont parlait Mohamed Mara, c'est vrai, c'est bien effectif. Également, les syndicalistes ont réussi l'accord de principe du gouvernement pour extension à tous ceux qui étaient en service et qui sont par exemple partis à la retraite au mois de décembre dernier. Bien. Ce qui veut dire que pour le dernier trimestre, octobre, novembre, décembre, tous ceux qui étaient encore en fonction sont concernés justement par cette hausse. Et des 10% jusqu'aux 30%, ça va compter, ce sera la même mesure. Bien. Vous Le continuez, problème, Mohamed. il se situe où? C'est autour de 30%. Vous savez, on a entendu le ministre porte-parole du gouvernement, à un moment donné, dire qu'il ne discuterait plus de cette question, puisqu'il y avait eu un accord, je crois que c'est l'accord du 9 octobre 2017. Mais le problème est que, justement, si vous voulez, ceux qui étaient réfractaires au plan d'échelonnement, de paiement en tout cas de ces 40%, avaient déjà été exclus des négociations. C'est le cas de Souma, c'est le cas de ses collègues qui ont été tous dispatchés à l'intérieur du pays. Donc le problème, il vient de là. Parce que les syndicalistes tiennent coûte que coûte à obtenir les 40%. Et la raison, il l'explique. C'est que c'est un acquis depuis plus d'une décennie. Et en réalité, ça va porter sur le salaire de base. Donc, leur supprimer ces 10-30, c'est une sorte en réalité de rétrogradation sur le plan administratif. C'est ce qu'il faut en réalité comprendre. Donc, le salaire indiciaire, c'est vrai, a augmenté. C'est vrai que les salaires de manière globale des enseignants ont augmenté de près de 140% depuis l'arrivée du professeur Alpha Condé au pouvoir. C'est une réalité. Absolument. Mais peut-être qu'il n'aurait même pas fallu procéder à ces augmentations de cette manière avant d'abord de régler la question des avancements. Parce qu'en réalité, on leur a supprimé, en réalité, si vous voulez, des échelons. Et le problème, il se situe à ce niveau. Maintenant, le fait de les restaurer obligatoirement va déboucher par une explosion, c'est vrai, des charges de l'État. Et à ce niveau, c'est la crainte aussi du gouvernement. Et je pense que le gouvernement a pour le moment du pain sur la planche parce qu'il faut pouvoir expliquer avec beaucoup de pédagogie aux syndicalistes qu'aujourd'hui, accepter notamment ces 30% de hausse tout de suite, si vous voulez, va faire exploser les charges de l'État. Puisque cela n'a même pas été prévu. Ça risque de faire dérégler le programme que la Guinée a avec les institutions. C'est la conséquence. Je pense que le ministre du budget est passé hier devant la commission de négociation. Est-ce qu'il a convaincu? C'est la question qu'on pose. C'est la question. Le problème, vous savez, c'est que là où on a raté le coach, c'est au cours des négociations du mois de septembre. Parce que si cette question-là avait été réglée au mois de septembre, et si vous voulez, ces nouvelles charges auraient été prises en compte dans la loi des finances 2018. Or, ce n'est pas fait. Maintenant, aujourd'hui, si vous voulez autoriser de nouvelles charges, va amener, si vous voulez, à un débordement, ce qui pourrait déjà créer des problèmes aussi avec les institutions de Bretton Woods. Quand on connaît aussi déjà l'état de nos finances, Mohamed, c'est pas du tout reluisant, Mohamed. Pas du tout. Oui. Et c'est la grosse frayeur du président. Absolument. Ça, il le dit à qui veut l'entendre, qu'il ne peut pas céder sur ce point. Réalité, parce que s'il y a un dérèglement, la Guinée risque de perdre son programme au mois de mars avec le FMI. C'est moi qui te le dis. Oui, mais malheureusement, c'est les conséquences de la filouterie, mais surtout de certains de nos ministres. Parce qu'en réalité, on a reporté le problème. On continue de pomper de l'argent à la Banque centrale, au Trésor. Aujourd'hui, le Trésor est endetté à près de 2000 milliards. Auprès de la Banque centrale, Mohamed. C'est très grave. C'est le gros problème. Pendant ce temps, personne n'est arrêté. Il y a l'impunité. Personne n'est arrêté pour avoir détourné des fonds. On a tous assisté à cette forme d'orgie financière au cours des dernières campagnes électorales. On le sait tous. Donc, il y a tous ces paramètres qu'il faut quand même prendre en compte. Mais, les revendications sociales du moment, il faut se limiter simplement à cela. Il appartient désormais au gouvernement d'expliquer, de passer par de la pédagogie. Peut-être que 2 ans pour échelonner les 40%, c'est trop long pour les syndicalistes, mais il faut trouver un juste milieu. Et je pense qu'il appartient aussi, comme Mohamed Mara l'expliquait, il appartient aussi aux syndicalistes, à Bakar Souma et à son groupe, d'entendre raison, Tamba. C'est important, la réalité en face. C'est en fait la difficulté, nous sommes comme face à un point de blocage.
un sérieux point de blocage parce que personnellement, j'ai eu un des représentants de l'État, donc chargé de la négociation. Et donc, je posais la question, est-ce que c'est possible, par exemple, de parvenir à 20% de concession de la part du gouvernement sur les 40%? La réponse, elle est sans embâche, elle est très claire. C'est que pour l'instant, au vu de toutes les contraintes liées au budget, liées au programme que la Guinée développe, entretient avec les institutions de Bretton Woods, ce serait impossible. Alors ça, c'est la position naturelle du gouvernement qui n'a quand même pas arrêté de le clamer à travers le président de la République, à travers les ministres d'Amantan et autres. On l'a entendu plusieurs fois. Mais de l'autre côté, et c'est toute la difficulté que nous avons, les syndicalistes, parce que j'ai quand même tenu à comprendre si les syndicalistes étaient disposés à retourner, reparler, renégocier la question des 30% restants avec la base. Ils sont intransigeants là-dessus, ils restent droits dans leur C'est là le chien d'entendre. Absolument, c'est compliqué. Absolument, Abakar. Ça, c'est donc un élément très important à souligner. Est-ce qu'on est parti pour une reprise des cours? Parce que le gouvernement, en fait, c'est la condition des syndicalistes. Pour revenir, donc pour suspendre la grève, il faudrait que ces deux conditions-là, elles soient remplies. Mais il se trouve que justement dans la configuration actuelle, l'État n'est pas prêt à s'engager dans une telle démarche. Et donc le couloir des négociations, parce qu'il y a aussi la question des 8 millions qu'on n'a pas encore abordé. Il faut déjà en finir avec cette histoire des 30 derniers pourcents avant justement d'aller à cette question des 8 millions que vous avez suivi, les qualifications autour même de la réclamation. Certains qui ont dit non, il fallait proratiser, il fallait le prendre en pourcentage, ce n'était pas normal et tout. Donc ce débat de forme qui a existé autour des revendications, on attendra de voir ce que la journée d'aujourd'hui et celle de demain, parce que j'imagine bien qu'on ira jusqu'à demain encore dans ces négociations, si on ne tire pas long. C'est ce qu'on peut espérer. Absolument. Ça, tout comme ça peut capoter aujourd'hui, Tamba. Parce que moi, et si les syndicalistes restent intransigeants sur le paiement intégral de ces 40% avec un effet rétroactif, mais je ne vois pas comment on peut en sortir. C'est très compliqué. Et j'aimerais Moussaïr aussi, tu peux te laisser la parole. Je suis d'accord, Madame Yoro. La difficulté. Mais la réalité aussi, on ne peut pas rester sourd face à tout ce qui se passe. Aboubacar, l'État ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Moi, je comprends qu'ils disent qu'il y a une telle contrainte, il y a ceci, il y a cela. Je suis bien d'accord avec toi. Mais ce qui se passe n'est pas caché. Pendant les élections dernières, Mohamed Maral en parlait, mais au-delà de ça, pas que les élections, dans la passation des marchés en République de Guinée, la gestion de la chose publique, mais le flou qui existe là-dessus, et ça se fait à ciel ouvert, c'est même normalisé, on ne s'en gêne plus. Ceux-là qui volent sont les plus loués de notre société. Plus tu sais prendre dans les caisses de l'État, plus tu es adulé, plus tu as du monde, plus tu es soutenu, tu es célébré. Alors malheureusement, c'est dans ces circonstances que nous vivons, et les enseignants qui végètent au quotidien voient tout cela. Et donc, à mon avis, ça nourrit leur hargne, leur obsession à rester sur leur ligne belle analyse. C'est tout le problème que nous avons. Vous avez quel espoir? Non, j'espère qu'ils vont réussir à s'entendre. Mais c'est le plein droit des syndicalistes d'exiger, parce que c'est déjà un acquis. Quand vous dites qu'ils ne peuvent pas être sourds ou ils ne peuvent pas être aveugles, la réalité est là. Mais en fait, cette réalité, cette histoire des institutions internationales, Bretton Woods, FMI et autres, on nous la sort quand, par exemple, c'est les enseignants, quand c'est les plus pauvres qui revendiquent. Pourquoi vous dites que comment on appelle, les syndicalistes ne peuvent pas être sourds à cette situation? Pourquoi la justice est souvent sourde ici? Je vais être simplement quand nous parlons, je suis d'accord qu'il y a de la mauvaise gestion, Madame Yoro. Pourquoi la justice est souvent sourde quand il y a des détournements de fonds? Vous avez parlé de ce qui s'est passé pendant la campagne. On a vu les ministres de la République, on a vu tout le monde à l'intérieur du pays avec les biens publics. Nous savons que c'est les deniers publics qui sont utilisés justement. En Guinée, une seule personne peut faire sa vie et toute sa famille en détournant les fonds de l'État. Alors que cela pourrait servir à combien de personnes, combien d'enseignants? Est-ce que vous connaissez la condition des enseignants, la condition de vie des enseignants vous avez vu Aboubacar Souma, vous avez vu le monsieur vous avez vu sa voiture quand il est arrivé ici? C'est un vrai enseignant. Et ce qu'il réclame, c'est quelque chose de légal, de légitime. L'amélioration des conditions de vie des enseignants. Pour qu'un enseignant donne bien, pour qu'il enseigne, pour qu'il
puisse préparer ses cours, payer le transport, prendre en charge sa famille. C'est pour cette cause-là que les gens sont en train de se battre. Et ça n'a pas été obtenu aujourd'hui. C'est un acquis qui ne relève pas, qui leur a été enlevé. Qui leur a été enlevé. Je pense que c'est normal qu'ils durcissent un peu le ton, qu'ils montrent à ce gouvernement que oui, nous sommes là, nous observons les détournements qui se font, nous observons à quel point l'argent est pompé. Vous-même, vous parlez de cet argent qui est pompé du côté du trésor public. L'argent n'est pas utilisé à bon escient. Il ne va pas là où il faut. Vous voyez comment les enseignants sont payés, par exemple, au Gabon? Ils ont un niveau de vie minimum. Absolument, oui. Ici, au Sénégal, les gens sont payés en Côte d'Ivoire. Pourquoi vous ne voulez pas qu'un pays riche comme la Guinée puisse bien payer ses enseignants? À chaque fois que les gens revendiquent... Riche en théorie, hein? Les richesses ne sont pas utilisées à bon escient, à Boubacar Diallo. Oui. Vous voyez Boké qui a été transformé en zone, quel est le mot qu'on nous a sorti? Zone économique sociale. Spéciale, j'allais dire. Combien de tonnes de bauxite sortent de la Guinée depuis près de 60 ans? On n'arrive pas à bien payer nos enseignants. On n'arrive pas à bien payer nos enseignants et chaque fois qu'on fait une revendication légitime, vous nous sortez des histoires de FMI. On nous a dit ici de serrer la ceinture à un moment donné pour l'histoire de PPTE. Il faut qu'on ouvre les yeux. Il faut que les gens utilisent les biens publics à bon escient. Donc, les richesses doivent être partagées. Si je comprends bien, pour vous, ils doivent vraiment camper à Naetola. Il ne doit pas du tout bouger sur les 40%. Je ne dis pas cela. Oui, mais je ne dis pas cela. Mais il faudrait que les gens sachent que les gens ont raison de camper sur cette position. Il faudrait que les biens soient partagés. Il ne doit pas y avoir une classe. Il n'y a pas un groupe de Guinéens qui est plus béni que l'autre groupe. Les gens qui sont dans l'administration, qui pompent l'argent de l'État, ne sont pas plus bénis que les enseignants qui meurent à petit feu en respirant de la craie du calcaire dans les salles de classe. Merci Madame Yoroa, défenseur, un vrai avocat de la classe prolétarienne ce matin. Allez-y, Moussa Moïse. Oui. Je pense que la corruption coûte plus cher à ce pays que les 30% demandés par les enseignants. Tout à fait Moussa. Lorsque vous faites un peu, vous passez en revue les différentes publications qui ont été faites par les agences qui luttent contre la corruption dans le monde, surtout en Afrique, vous vous rendrez aisément compte que si on améliorait la gouvernance dans ce pays, si on usait un peu de la lutte contre l'impunité, c'est-à-dire en traduisant au moins en justice les personnes qui sont coupables de crimes économiques, je pense qu'on aurait donné de très bons précédents qui allaient permettre de redresser un peu la barre de notre économie. Mais cela n'est pas fait. Les enseignants, le SLEG joue son avenir. Le SLEG veut laisser son empreinte dans l'histoire. Le gouvernement joue la montre. Le gouvernement, en jouant la montre, souhaite... Pendant ce temps, les élèves sont privés de cours. Exactement, mais en jouant la montre, souhaite prouver à ses interlocuteurs, aux négociateurs qui sont en face de lui, qu'il n'a pas toute la capacité qu'il faut pour pouvoir répondre à tous les besoins, à toutes les revendications. Mais prenons un petit temps. Regardons un peu le fonctionnement de nos différentes institutions. Moi, j'estime qu'en termes, je ne dis pas qu'il va falloir, vaille que vaille, donner d'emblée les 30% parce qu'il faut les 30%, mais je dis, si on demande 30%, c'est parce que vous faites plus de 100% en termes de budget exagérément dépensé dans des besoins qui ne sont pas du tout sur une ligne collective, qui ne vont pas dans l'amélioration des conditions de vie des populations. Vous nous avez servi le PPTE, pays pauvre très endetté. Je dirais petite promesse très étatique. Parce que tout simplement, lorsqu'on a obtenu ce PPTE, dites-moi concrètement, de façon assez substantielle, qu'est-ce qui a changé dans le quotidien des Guinéens? Qu'est-ce qui a changé? On nous dit, on a moins d'électricité. On nous dit, et ça c'est la couleuvre à avaler, si vous nous imposez ces 30%, parce que les 10%, le paiement a déjà commencé, déjà été fait. Si vous nous imposez les 30%, nous allons avoir des problèmes avec nos maîtres financiers, donc ceux qui sont là, les contrôleurs généraux, les institutions de Bretton Woods. Mais c'est la même promesse qui avait été servie en ce qui concerne les choses, le programme des pays pauvres très endettés, PPTE. Je pense qu'il va falloir aller aussi en donnant l'exemple de la bonne gouvernance. C'est le reproche que je fais au gouvernement. Maintenant, demander aux syndicalistes d'être flexibles, je pense que s'asseoir déjà autour de la table pour négocier avec ces personnalités, c'est une preuve de flexibilité. C'est une preuve de flexibilité. Mais je vous dis une chose, le round qui est en train de se jouer, c'est l'avenir des enseignants. Je ne veux pas mettre de l'huile sur le feu, mais je vous dis
il y a de cela des décennies. C'est vrai que leur condition de vie exécrable n'a pas commencé au temps du professeur Alpha Condé, mais je dis ils tiennent le bon bout. Et s'ils réussissent à avoir des acquis maintenant, ils auront réussi à sauver des générations. Je pense que c'est ce qui est important de savoir. Et puis, ce qui est craint par le gouvernement, ce n'est pas que de répondre aux desiderata du SLEG, mais c'est que cela puisse faire tache d'huile dans d'autres corps sociaux. Parce qu'ils craignent que d'autres corporations disent, ben tenez, on peut inventer notre Aboua-Kassouma, on peut inventer une autre solidité de mouvement syndical, parce qu'on a droit aussi à certaines réclamations. Mais je veux dire, l'enseignant, c'est, à mon avis, le début et la fin de toute nation. Si les enseignants sont dans de bonnes conditions, on peut espérer, surtout l'enseignement à la base, on peut espérer avoir un pays développé, parce que les grandes gueules dans notre pays sur le capital humain. Et ils savent, ces gouvernants, que le capital humain, c'est une valeur essentielle, incontournable pour n'importe quel pays qui souhaite se développer. Alors, qu'est-ce que vous recommandez au gouvernement, Moussa? Je recommande au gouvernement de faire preuve aussi de flexibilité, d'effort, d'aller au-delà de la peur des institutions de Bretton Woods. Ça, c'est un argument qui ne passe plus. Et donc de faire face à ces 30% restants. Qu'on puisse expliquer, quatre sur table, comment réduire peut-être le temps, l'échelonnement qui a été proposé sur 2 ans, de réduire tout cela afin de pouvoir répondre à ses besoins. Moi, je me dis que quand on regarde derrière tout ce qui a été traversé en termes de chemin, en termes de sacrifices, en termes d'obstacles, en termes de difficultés pour les enseignants, pour les citoyens, pour les cas de mort et les dégâts qui ont été causés, autour de la table, on ne peut qu'exiger, on ne peut que vouloir, on ne peut qu'espérer avoir quand même quelque chose de consistant. Et je pense que c'est l'ambition qui anime les enseignants autour de la table. Les grandes gueules. J'ai envie de dire, mais Bretton Woods, ça rime à quoi finalement dans la tête du Guinéen? Il faut quand même se poser cette question. C'est l'argumentaire qu'on nous ressort absolument. À tout bout de chemin. Oui. On ne sait même... En fait, c'est comme quand tu es là face à quelqu'un qui te parle dans une autre langue, absolument. Tu ne sais rien de ce que ça représente, Bretton Woods. Ce n'est pas Bretton Woods qui tient la daba du paysan là-bas au champ. Ce n'est pas Bretton Woods qui tient le panier de la ménagère rempli de piment, du piment qu'elle a dû labourer quelque part là-bas, au fond dans son champ. Ça n'a pas changé. On nous a dit, le PPTE, mais vous vous rappelez la communication qu'il y avait eu autour de tout cela? Aujourd'hui, on nous ramène, écoutez, le FMI, la Banque mondiale nous mettent la pression. Si on ne le fait pas, c'est un problème. Et pendant ce temps, à Boubacar, il y a des pays qui, comme la Grèce, vous vous rappelez, lorsque il fallait redresser l'économie, absolument, l'économie grecque. Vous vous souvenez, qui ont rejeté ces programmes-là parce qu'ils savent ce que c'est. Mais nous, on préfère toujours le Ghana qui a mis fin à ces programmes avec les institutions de Boubacar, c'est bien simple. Les économistes le savent. C'est un bras mais puissant de l'impérialisme occidental que ces institutions-là. Mais ils vous disent tous, écoutez leurs discours. Les discours qu'ils tiennent là-bas en France ou aux États-Unis, Donald Trump va vous dire « America first ». Comment il s'appelle, Emmanuel Macron va tabler sur une France où il y a beaucoup plus d'emplois. Ce sont des politiques d'abord internes. Ce qui importe, c'est d'abord le peuple. Ce n'est pas ce qu'on vient nous dicter. Mais vous dites, Bretton Woods va refuser. Mais oui, pendant ce temps, que deviennent les enseignants? Que devient l'école guinéenne? Que devient l'école guinéenne? Je pense qu'il y a plus important que ça. Ce n'est pas... Il faut faire attention de se plier aux lois de la banque. Dans une société comme la nôtre, la banque, ça ne rime d'ailleurs à rien. Il faut voir le nombre de Guinéens qui ont un compte bancaire. Ça nous dit quoi finalement? Ce qui nous intéresse, c'est de mettre sous le paillasson. Il faut être sérieux. Cacher l'argent quelque part. Il faut peut-être nous mener une politique qui nous correspond. Mais cette politique des institutions internationales, on s'y perd à la fin. Bien. Mohamed, oui. La Guinée a connu... en fait, on est sorti d'un programme, on est dans un autre. Et même entre-temps, notre dette a été réduite de manière drastique. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? On réendette le pays. Ça veut dire qu'on est en train aujourd'hui de prendre de l'argent avec les Chinois, avec les Européens, les Russes, pour, si vous voulez, boucher l'avenir déjà de nos enfants. Parce que c'est nous qui nous endettons. Ce qui est bizarre, c'est que c'est vous et moi qui commençons à payer, mais ce sont nos enfants surtout qui vont payer, alors qu'on ne voit même pas ce qu'on fait de cet argent-là.
Mais écoutez, les gens ont beau discuter au palais du peuple. Je vais vous dire une chose. Pour le moment, on est en train de bavarder. Tant que le président de la République n'aura pas lui-même pris la décision qu'il veut satisfaire aux revendications des enseignants, croyez-moi, il n'y aura pas d'accord. Les négociateurs. C'est qu'on n'en sortira pas. Justement, c'est le meilleur oui, mais élève attendez, de ce que je vais vous dire, ce qui se passe dans la tête des négociateurs. Le président Alpha Condé, il croit trop à ces programmes. Justement, avec le FMI et la Banque mondiale. le problème aujourd'hui, c'est là où d'ailleurs quelque part je suis assez surpris. J'ai fini par comprendre que Tibou Camara est réellement le conseiller spécial du chef de l'État. Personnel, parce que il a réussi quelque chose que très peu de gens en Guinée réussissent, se faire écouter par le professeur Alpha Condé. Au moins là-dessus, il a accepté le principe de discuter avec Souma. Mais je vais vous dire une chose, jusqu'à preuve de contraire, les signaux qui nous parviennent de Sékou-Touré montrent que le président n'est pas prêt à céder sur la question des 40%. Et ça, c'est dans la tête des négociateurs du côté gouvernemental. Croyez-moi, tant que ce sera dans leur tête, ils ne vont pas lâcher. Assez réduite. Absolument. En réalité, leur mission, c'est de dire aux syndicalistes, veuillez accepter, s'il vous plaît. Or, alors, les enseignants... En gros, donc, c'est une farce. Je vais vous pour le moment. Pour le moment, parce que la question du salaire d'Aboubacar Souma a déjà été réglé depuis Sékou Touré. Dès qu'il a rencontré le chef de l'État, c'est clair qu'il avait reçu l'onction, il avait déjà été reconnu, il avait déjà reçu l'onction. Donc automatiquement, son salaire a été dégelé. Maintenant, ce qui se passe de l'autre côté, c'est une comédie musicale, c'est une farce, tout comme ce à quoi on va assister dans la journée du 1er mars aujourd'hui. Encore une fois, ce sont de belles farces. Bien, je le disais hier, je pense que la rencontre avec le chef de l'État est une bonne chose. J'en étais content. Mais je disais que je ne suis pas satisfait. Absolument. Quand on va à un niveau si élevé, quand on rencontre le chef de l'État, après toutes ces péripéties que vous connaissez, après tout ce qu'il a eu comme lexique à l'endroit d'Aboubacar Souma, je pense que le chef de l'État aurait dû, à la fin de la rencontre avec les syndicalistes, faire une annonce forte qui aurait permis, de par sa puissance même, la reprise des cours. Parce que c'est le sommet qu'ils sont allés rencontrer. C'est ce sommet, j'estime, je présume, parce que sinon je me pose bien des questions. Il y avait un contrôle judiciaire qui était sur la tête d'Aboubacar Souma. Qui a demandé à ce que Aboubacar Souma ne passe plus chaque matin saluer le procureur? Qui a demandé? Son salaire a été bloqué depuis des mois. Qui a ordonné, non mais soyons honnêtes, qui a ordonné à ce que ce salaire soit débloqué? Oui, le chef de l'État, on le sait, c'est la clé de voûte. Alors, mais quand vous le rencontrez, et lorsque un chef d'État est soucieux de l'avenir des enfants, il sait que c'est un droit fondamental pour eux. Ils sont à la maison. Depuis près d'un mois, ils sont à la maison. Absolument. Quand on sait qu'on est en train d'hypothéquer leur avenir et que vous rencontrez ceux-là qui tiennent le bon bout de ces revendications syndicales, vous faites une annonce forte. Je pense qu'il aurait permis cela déjà. Parce que quoi qu'on fasse, je ne doute pas de la sincérité de ceux qui sont aux manettes du côté du palais du peuple. Il y a des personnalités qui savent c'est quoi la négociation, mais je me dis, toutes ces personnalités vont, après les différents points, ils vont toujours passer des coups de fil pour dire chef, voilà où est-ce que nous en sommes. Chef, voilà à quel niveau nous en sommes. Je pense qu'on aurait pu... mais le problème, Moussa, mais si le gouvernement n'est pas prêt à faire plus d'efforts, mais moi je ne vois pas comment on va en sortir. 30%, mais on perd du temps. 30%, on perd du temps pendant ce temps, l'école est fermée, les enfants sont à l'école. 30%. On fait appel à la base Guinée aujourd'hui, ça il ne faut pas l'oublier. Oui, le président joue sur la fibre communautaire, voire même sociale. Attendez, mais c'est ce qu'il est en train de faire. La présence de Talibi, de Cheikh Talibi Silla, c'est dans cette optique. Tout le monde sait qu'il est lié à Souma depuis leur tendre enfance. On fait intervenir des sages de la basse-côte, on fait intervenir tous les parents proches de Souma, mais on oublie que Souma lui-même aujourd'hui, c'est mal connaître Souma aujourd'hui, attendez, Souma n'a même plus le choix. Si Souma a un alter ego en Guinée, c'est celui d'Alain Diallo. Ils sont aujourd'hui eux-mêmes pris en otage par une base. Souma ne peut pas dire autre chose que ce que sa base va voter. Il a toujours fonctionné comme ça d'ailleurs. Il a toujours fonctionné comme ça. Absolument. En se référant toujours à la base. Il a toujours dit que c'est la base qui a le dernier mot. Il faut convaincre les enseignants. C'est la base. Ce sont les enseignants d'ici et de l'intérieur du pays qui ont fabriqué Souma. C'est vrai, un leader, il faut avoir des prédispositions à accueillir les différents soutiens qui viennent de ta base. Il avait ces prédispositions-là. Mais il sait qu'il tient son aura, qu'il tient sa crédibilité, qu'il tient tout le pouvoir qu'il a aujourd'hui de la base. Je pense que c'est un élément qui ne lui échappe pas. Mais je veux dire au gouvernement, 30%, c'est peu
par rapport à tout ce à quoi on peut assister en termes de déstabilisation, en termes d'anxiété dans la ville, en termes d'arrêt de troubles sociaux. Si on ne fait pas attention et qu'on on met de côté les 30%, cette crise risque d'échapper à tout contre nous. Et qu'on fait face aux turbulences, aux convulsions dans la cité, ça peut nous coûter plus cher que les 30%, ça nous coûtera 100%. On n'est pas prêt de sortir donc de l'auberge Made in Guinée. Il y a le snobisme des fines gueules et la rudesse des gueules de bois. L'infortune des gueules moins propres à la douleur des gueules cassées. Il y a les jeux d'esprit des drôles de gueules, le piquant des amuse-gueules. Mais par-dessus tout, il y a l'audace et la pugnacité des grandes gueules de Radio Espace. Exubérantes et effrénées, rarement politiquement correctes et toujours excessives, les grandes gueules plus que jamais déterminées. Grandes gueules à vie. Seul le Tout-Puissant pourra nous faire taire. Bienvenue chez les GG de Radio Espace Guinée.